Bonsoir, vous savez tout sur la conférence, c'est super. Donc avant de commencer, juste pour vous expliquer un peu ce titre, parce que parfois, ça fait partie des coulisses de l'organisation de ce festival. Chaque année, on se réunit avec Jérôme, Roland, Bruno, toute la bande, comme ça, des gens qui viennent régulièrement ici, puis on essaye un peu de trouver des idées pour inviter des conférenciers, puis aussi pour savoir de ce dont on va parler. Et on était un dimanche après-midi chez Jérôme Pérez, qui nous avait fait un bon déjeuner, et puis on discutait un peu du festival, une sorte de brainstorming comme ça, et malheureusement c'était un jour où j'avais une grosse migraine, et quand Bruno m'a demandé de quoi je voulais parler, je lui ai dit, voilà, briller par son absence, en fait je ne savais pas trop, je pensais avoir eu une idée en fait, mais je suis rentré chez moi, la migraine était finie, l'idée était assez évanescente, et donc il a fallu meubler cette chose-là, et c'est ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui, et comme Bruno l'a dit, ce que j'aimerais aborder, c'est qu'on a l'habitude, quand si vous faites de l'astronomie, vous regardez les étoiles, vous regardez les galaxies, vous voyez des points lumineux. Et on a l'habitude de se dire que finalement, ce qu'on voit, d'une façon ou d'une autre, ce sont des choses qui existent et que la physique va devoir décrire et incorporer dans ces modèles. Et ce que j'aimerais montrer, c'est que parfois, quand on construit ces modèles, eh bien, s'invite au festin des entités qu'on n'avait pas prévues. Et simplement, elles vont se manifester parce que pour avoir la cohérence de cette construction, eh bien, on se rend compte qu'il va falloir quelque chose en plus. Et donc, on fait un constat d'absence, et ce constat d'absence, en fait, c'est une preuve de l'existence. C'est comme si on voyait ça en creux. Et je vais essayer de vous expliquer finalement quels sont les petits ressorts qui nous permettent de détecter et de caractériser ces choses qui manquent. Vous donner un certain nombre d'exemples historiques pour voir comment ça a été utilisé principalement au XXe siècle et voir comment ça questionne la physique. Voilà, donc le sous-titre qu'on aurait pu mettre, c'est si vous avez un problème, inventez une particule. D'accord ? Et c'est vrai que souvent on nous fait le constat, on nous dit oui, vous les physiciens, dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, vous inventez la dark matter, le machin, le bidule. Et parfois on se dit mais qu'est-ce qui les autorise à faire ça ? Et je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas juste un moment où on s'est dit « Ah, ça ne marche pas » et comme ça, sur le coin d'une table, on a décidé finalement, voilà un truc qui résout tout. Derrière, il y a quand même toute une démarche et il y a des contraintes qui font que peut-être inventer cette particule, postuler l'existence de quelque chose qui n'était pas là, est la moins mauvaise des solutions. Et que surtout, si on est capable de faire ça, comme on connaît les caractéristiques de ce que l'on va rechercher, on peut ensuite construire une expérience qui va essayer de falsifier ou de prouver l'existence de cette particule. Alors allons-y. Donc pour commencer, je me suis dit finalement, on a eu des tours de magie, et il est clair que si on se balade dans la rue, et vous avez tous vu ces gens qui tiennent comme ça en lévitation, moi j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, et on regarde ça et on voit les gens passer et qui se disent franchement là il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont pas besoin d'être physiciens, clairement leur sens commun, ce qu'ils savent de la nature, leur expérience de tous les jours, qui finalement leur donne une sorte de connaissance des lois de la nature, leur fait comprendre que quelqu'un qui ne doit pas tenir comme ça. Donc il y a un truc. Je ne connais pas le truc, peut-être que Clément pourra nous expliquer comment on fait ce tour de magie, mais c'est exactement la même chose. Si j'ai une construction théorique qui est comme ça, et que là, je n'ai pas quelque chose, il y a deux solutions. Soit ma construction théorique est mauvaise, et elle va se casser la gueule, soit il y a quelque chose ici, un truc qui est caché, et finalement, cet étonnement doit me révéler ce qui est caché là. Alors pour commencer à parler de cette histoire, il faut se poser la question de savoir ce que ça veut dire voir. D'accord ? Parce qu'on pense tous voir. Et au cours de nombreuses rencontres avec le grand public, je me suis rendu compte que souvent, on avait une notion de ce que ça voulait dire voir. On pense que quelque chose existe si on l'a vu. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? On peut se poser la question, nous avons la chance, en tant qu'être humain, d'être appareillés d'un certain nombre d'outils de mesure. Voilà, vous avez les 5 outils de mesure principaux de l'être humain, son œil, son nez, son oreille, sa bouche et sa langue pour le goût, puis le toucher. Et à partir de ça, vous allez interagir avec le monde extérieur. Et dans cette interaction, vous allez commencer à explorer le monde extérieur. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ces objets de mesure vont interagir avec le monde extérieur. Ils vont faire un truc, et là je ne suis loin d'être spécialiste, mais ils vont transformer ces signaux en sorte de signaux qui vont aller vers le cerveau. Et puis c'est ce truc-là, une sorte de superordinateur dont on ne comprend toujours pas le fonctionnement aujourd'hui, qui vont transformer ça en représentation. Qui vont nous dire finalement, ici il y a une chaise, et si par exemple je touche cette chaise, eh bien j'ai l'impression que cette chaise est dure et cette chaise est lisse. Et comme je vais échanger avec d'autres
êtres humains pour dire on va se mettre d'accord que ça, ah oui, on touche, c'est bien lisse et c'est bien dur. On voit que nos expériences vont mener au développement des mots qui vont décrire notre environnement. Alors comme l'a dit Richard Dawkins, le gros problème, c'est que l'être humain, c'est un homme du milieu. Et là, il ne référait pas à Tolkien et au Seigneur des Anneaux. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'homme est prisonnier de l'environnement à son échelle. C'est-à-dire qu'il est facile pour vous d'avoir des sensations de ce qui se passe à des échelles métriques, centimétriques, kilométriques peut-être, mais dès que vous allez parler des échelles microscopiques, eh bien le monde à ces échelles-là n'est plus en relation avec votre monde ordinaire, et donc vous n'allez plus avoir les mots, les intuitions pour pouvoir parler de ce monde. Alors il se trouve que pour parler de ce monde, nous avons eu la chance de pouvoir développer un nouveau langage, c'est le langage qu'utilise la physique, ce sont les mathématiques, et que parfois, quand on veut communiquer avec les gens qui n'ont pas cette expérience de ce monde à cette petite échelle, les mots que nous employons nous trompent d'une certaine façon. Et c'est pour ça que certaines des explications que nous vous donnons vous semblent complètement contre-intuitives. Mais il faut accepter qu'il y a une autre réalité qui peut être à l'échelle microscopique ou macroscopique. Et d'ailleurs, ces éléments de mesure, nous savons qu'ils sont limités. Si nous prenons l'œil, nous savons que nous ne pouvons voir que quelques couleurs, quelques fréquences, et pourtant nous savons qu'il existe d'autres bandes de fréquences, des ondes radio, des ondes infrarouges, ultraviolettes, des rayons X, et nous avons été capables, parce que nous avons compris quelle était la nature de la lumière, de créer des télescopes qui font des observations dans ces bandes de fréquences. Ici, vous avez des observations du ciel dans certaines bandes de fréquences, donc qui sont représentés en fausses couleurs, et donc nous sommes capables, avec ces yeux étendus, qui ont été créés grâce à notre compréhension de la physique, de pouvoir continuer à inspecter le monde qui serait pour nous un monde invisible. Je ne sais pas si, pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, je vous avais fait cette petite balade entre science et musique, où on avait utilisé cette analogie pour essayer d'explorer le monde par notre oreille. Et alors depuis, j'ai fait une rencontre extraordinaire. J'ai rencontré une astronome costaricaine qui s'appelle Wanda Ruiz et qui est aveugle. Et on a discuté, et en fait, elle utilise exactement des outils qui étaient proches des règles que je vous avais présentées. Elle est capable de faire des observations, d'interpréter des observations sans la vue. Et c'est une astronome observationnelle, et elle a développé des outils qui lui permettent de transformer tout en son. Elle met son casque, et à partir de ça, elle est capable de faire des calculs sans pour autant avoir à écrire ou dessiner des courbes. Et c'était extraordinaire, parce que c'était une rencontre au hasard, et qui est exactement allée à la confluence de cette idée qu'une partie du monde ne nous est pas accessible, mais on peut essayer de le voir autrement par d'autres outils. Et d'ailleurs, elle donne des conférences de vulgarisation, et ce qu'elle fait, elle n'utilise pas de PowerPoint, elle met le public dans le noir, et tout ce qui accompagne son discours, ce sont des sons, pour essayer de faire rendre compte aux gens quelle est la difficulté de quelqu'un qui est aveugle face au monde des voyants. Alors ces outils sont limités, c'est l'œil, ils sont limités dans les longueurs, les couleurs que nous pouvons voir, ils sont aussi limités dans les échelles que nous pouvons voir, et ça vous le savez, l'œil permet de voir certaines distances caractéristiques. Si nous voulons voir l'univers aux grandes échelles, nous allons utiliser des télescopes, et puis aux petites échelles, des microscopes, peut-être des accélérateurs de particules, et avec tous ces outils, eh bien, nous avons un œil qui peut balayer une échelle de distance qui est faramineuse, et nous révéler le monde de l'infiniment petit et le monde de l'infiniment grand, d'où cette grande mode du monde des deux infinis. Et comme le disait Dawkins, ce que je disais tout à l'heure, l'homme est coincé complètement au milieu et il est assez désarmé pour parler avec son langage habituel du monde de l'infiniment grand et du monde de l'infiniment petit. Alors ce qui est vrai pour l'œil est vrai pour l'oreille aussi. Vous savez que nous pouvons entendre qu'une certaine bande de fréquences, mais on sait qu'il existe des infrasons, des ultrasons, et on sait qu'il existe des animaux qui ont la possibilité de capter une bande de fréquences sonores beaucoup plus large que l'être humain. Alors tout ceci pour dire que les lois de la nature, une fois qu'elles sont maîtrisées, qu'elles sont validées, on va pouvoir les utiliser pour construire de nouvelles façons de questionner la réalité. On va pouvoir créer de nouveaux instruments comme des télescopes, des accélérateurs, et donc elles vont nous donner de nouveaux yeux. Et ce qu'elles vont révéler, il faut aussi le prendre pour réel, au même sens que ce que vous voyez avec votre propres yeux. Et nous n'avons aucune raison de douter de ces lois physiques qui sont à la base de notre technologie, jusqu'au vraiment au jour où il y a un problème qui va être incontournable par rapport à ce qu'elles nous révèlent. Et dans ces cas théoriques, certains concepts mathématiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous permettent de découvrir l'existence, la nécessité même de nouvelles structures, comme par exemple des particules. Donc vous avez fait votre construction et il se trouve que là, la théorie vous dit qu'il y a quelque chose qui ne vous s'était pas révélé à vous par l'expérience et que pour autant
doit être là. Alors essayons de voir ce qui fait marcher tout ce type de raisonnement. Et donc nous allons commencer par une conversation sur la conservation. J'ai beaucoup réfléchi pour trouver ce titre parce que l'année dernière, il y avait la conférence d'Étienne Klein, il était tellement fort, il n'arrêtait pas de faire des anagrammes. Donc je me suis dit, je vais quand même faire une anagramme parce que ça fait bien aujourd'hui. Mais la mienne, elle est beaucoup plus extraordinaire que la sienne parce que c'est une anagramme qui est aussi une contrepétrie. D'accord ? Donc je trouve que c'est grandement supérieur. Donc on va parler de loi de conservation. Alors si on pense conservation, la première personne qui nous vient à l'esprit, c'est ce jeune homme, vous le connaissez ? Oui, c'est ça, c'est Antoine Lavoisier, donc l'inventeur de la chimie, et qui a ici sa jeune épouse, Marianne Pauls. Donc je vous rappelle, ils se sont mariés en 1771, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Il se trouve que lui était fermier général et qu'elle, c'était la fille aussi d'un fermier général, donc il s'est dit qu'elle était entre de bonnes mains. On sait où va l'argent, donc c'est très clair. Donc voilà ce qu'écrit Lavoisier dans son traité de chimie en 1789. Eh bien, il écrit finalement ce qui va être résumé par « rien ne se crée, car rien ne se crée ni dans les opérations de l'art ni dans celles de la nature », et que l'on peut poser en principe que dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération. Donc il y a quelque chose qui reste constant. Il va y avoir un processus physique ou chimique. Et il y a des choses qui vont être les mêmes après et avant. Et il nous dit c'est la quantité de matière. La question c'est, il faudrait définir un petit peu mieux ce que c'est que cette quantité de matière. Est-ce que c'est le poids? Est-ce que c'est la masse? Est-ce que c'est le volume? Est-ce que c'est le nombre de particules? Et si le nombre de particules, de quelles particules? Et finalement on va voir que au cours des années, ce que l'on met sur cette matière qui se conserve avant et après va évoluer. Alors, le premier à faire un pas dans cette direction, c'est cet homme-là, vous le connaissez tous? Je vous aide, je vous ai mis un indice. C'est Joseph Dalton, d'accord? Mais c'est pas drôle, il s'appelait Joseph Dalton avant Joe Dalton. Donc c'était un chimiste, et en 1808, il va se rendre compte que deux gaz se combinent toujours dans les mêmes proportions. Par exemple, si on prend 2 grammes d'hydrogène, 8 grammes de dioxygène, eh bien on va toujours obtenir 10 grammes d'eau. Et en fait, il va commencer à concevoir que ces éléments chimiques sont un petit peu comme des briques d'un Lego et que simplement ce que c'est que faire une réaction chimique, c'est de réarranger ces pièces de Lego. Et il dit, finalement, ces atomes, ce sont comme des billes que l'on peut réarranger. Et là, vous voyez, on a en plus la conservation de la masse au cours de cette réaction. Alors, juste un an après, Gay-Lussac va faire la même expérience. Il va se rendre compte aussi que si on est à température constante, le volume des gaz avant et après est conservé. Donc on aurait une conservation de la masse des réactants, de leur volume et du type d'atome avant et après la réaction. Et quand vous apprenez la chimie, la première chose qu'on vous apprend à faire, c'est quand vous avez une réaction chimique, on vous dit qu'il faut équilibrer la réaction chimique. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait autant de H, de O et ainsi de suite, avant et après. On ne peut pas transformer de l'or en plomb, parce que ça serait de l'alchimie, c'est plus de la chimie, ça serait de l'alchimie. Donc voilà, on en est dans cet état jusqu'au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, parce que là, il y avait vraiment une catastrophe qui va arriver, qui va se passer principalement à côté de l'Institut Henri Poincaré, rue Pierre et Marie Curie, qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça. Henri Becquerel va remarquer en 1896 que si on prend des sels d'uranium, ils vont imprimer des plaques photographiques. Quelques années plus tard, Marie et Pierre Curie vont réaliser que c'est aussi le cas avec le radium et le polonium. Et ça va donner naissance à la notion de radioactivité. Et ce que vont comprendre Ernest Rutherford et Frédéric Soddy, donc des Anglais, des chimistes anglais, c'est qu'en fait, cette réaction de radioactivité, c'est la transformation d'un atome en un autre atome. Exemple, si je prends de l'uranium, eh bien, ce noyau d'uranium peut se désintégrer pour donner du thorium et de l'hélium. Alors, cette particule hélium, on l'appelle aussi particule alpha. Donc les atomes sont composites. Si les atomes sont composites et qu'un atome peut se transformer en un autre, eh bien, ce qui est conservé dans une réaction chimique ne l'est que si nous n'avons pas de radioactivité. Donc on ne peut pas postuler qu'en général, le type d'atome se conserve. La radioactivité, c'est de l'alchimie faite par la nature, on transforme un atome en un autre. Donc il va falloir trouver autre chose à conserver, et celui qui va trouver la voie pour savoir ce qui doit se conserver, c'est Frédéric Soddy, donc ce chimiste ici, qui va réaliser, il va travailler un petit peu sur les éléments chimiques, il va se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle des isotopes, c'est-à-dire des atomes qui ont le même nombre de protons et ce qu'il va appeler un nombre de neutrons différents.
Alors à l'époque, vous voyez, on est en 1912, le neutron n'est toujours pas découvert par Chadwick, mais son hypothèse de la théorie des isotopes permet d'expliquer le fait qu'il existe des éléments qui sont différents, qui ont des masses différentes par exemple, mais qui ont des propriétés chimiques semblables parce qu'elles ont le même nombre de protons, donc le même nombre d'électrons. Et ça va être à la base en 1920 de méthodes de datation. Il va tenter de faire une méthode de datation, alors pas avec du carbone 14 mais de l'âge de la Terre, et ensuite ça va donner des datations de type du carbone 14. Mais à l'époque, je vous le rappelle, le proton n'est pas connu, donc le neutron n'a pas été découvert, donc son hypothèse est complètement hypothétique. Donc dans ce cas, si on sait que ces noyaux sont conformés de protons et de neutrons, qu'on peut transformer l'un en l'autre, l'hypothèse raisonnable, c'est de dire que ce sont ces briques élémentaires qui sont conservées. Donc on aurait conservation du nombre de protons, du nombre de neutrons, du nombre d'électrons, et puis aussi de la masse. La raison pour laquelle chaque élément chimique n'est plus conservé, c'est parce que ces briques ne sont pas des briques élémentaires, elles sont constituées de briques plus petites. Et donc ce qu'on va supposer, c'est que ce sont ces briques élémentaires, donc le neutron, le proton et l'électron, qui sont conservées dans les réactions chimiques et aussi dans les réactions radioactives. Tout va bien jusqu'à ce que Chadwick, en 1932, prouve l'existence du neutron. Et là, on va se rendre compte d'un phénomène assez intéressant. Le neutron est une particule qui, quand il est dans un noyau, est une particule stable. Mais si on prend un neutron libre, eh bien, ce neutron libre va se désintégrer en proton en environ 980 secondes. Il a un temps de vie de 980 secondes. Alors, si le neutron peut se transformer en proton, il est clair que dire que le nombre de neutrons et le nombre de protons sont conservés indépendamment n'est plus une bonne hypothèse, puisqu'on peut passer de l'un à l'autre. Et là encore, si l'un peut se désintégrer en l'autre, c'est que fort probablement, ces particules ne sont pas des particules élémentaires, elles doivent avoir une structure, et ce qui doit être conservé, ce sont les sous-structures de ces objets que nous appelons neutrons et protons. Et donc ce que l'on va postuler, finalement, ce sont ces sous-structures qui étaient inconnues à l'époque, qui vont être conservées. Et dans ce cas-là, ça va mener à la conservation d'autres nombres, ce qu'on a appelé le nombre baryonique. Donc les baryons vont être ce qui vont composer les neutrons et les protons, et du nombre leptonique. Par exemple, l'électron est un lepton, et on va en rencontrer d'autres dans notre petit voyage. Donc, vous voyez, l'évolution de ce que l'on va mettre sous la quantité de matière qui est conservée dépend en fait de notre conception de ce que nous croyons être les particules fondamentales qui composent les constituants de la nature. Alors on va se rendre compte aussi qu'il y a autre chose qui est conservée, ce sont la charge totale des particules. Donc les particules, on sait depuis Coulomb, on a découvert l'interaction électrostatique et ensuite l'électromagnétisme, et on sait qu'il existe des particules de charge positive et charge négative. Et en fait, ces particules, indépendamment, la charge totale d'un système, elle, va être conservée. Alors c'est vrai pour la charge électrique, mais ce qu'on s'est rendu compte au cours du siècle dernier, c'est qu'il existait d'autres types de charges. Par exemple, il y a un type de charge qui s'appelle l'étrangeté en physique des particules, et cette étrangeté, c'est une charge, comme la charge électrique, qui est conservée dans toutes les interactions, sauf l'interaction nucléaire faible. Donc on sait que si c'est cette réaction qui est à l'œuvre, alors cette quantité peut être violée, mais sinon elle doit être conservée. Il en est de même de quelque chose qu'on appelle l'hypercharge, qui va être aussi violée par l'interaction faible. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut savoir si une particule a une charge positive ou négative par une méthode qui va nous être utile par la suite, c'est de faire voyager cette particule dans un champ magnétique. Et vous voyez, si j'ai un champ magnétique, une particule chargée positivement comme le proton ou négativement comme l'électron vont avoir des trajectoires qui vont être incurvées, mais dans des directions différentes. Et une particule neutre, quant à elle, se propage en ligne droite. Donc ça veut dire que si vous utilisez ce genre de méthode de détection, par exemple avec des chambres à bulles, eh bien vous êtes capable de mesurer le signe de la charge des particules que vous avez. Donc vous voyez, on a, avec ce petit résumé, on voit qu'on a un certain nombre de lois de conservation sur les composants fondamentaux de la matière et certaines de leurs propriétés, comme la charge. Alors les particules, c'est une chose, mais ensuite ces particules, elles ne sont pas juste là à ne rien faire. Toutes ces particules sont en mouvement, il faut s'intéresser au mouvement. Alors regardons un peu ce qu'il en est du mouvement. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur le mouvement? Et quand vous voulez parler de mouvement, il faut toujours retourner à Galilée, c'est le premier qui s'est vraiment posé les bonnes questions. Et comme nous le dit Galilée, il faut remarquer qu'un degré de vitesse quelconque, une fois communiqué à un mobile, s'imprime en lui de façon indélébile du seul fait de sa nature, et pourvu que soient supprimées les causes extérieures d'accélération et de ralentissement, ce qui n'a lieu que sur un plan horizontal. Donc en gros, si vous lancez une bille, l'inertie, c'est la conservation en fait, de l'inertie que Newton reprendra
tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Donc si vous avez un système qu'on appelle isolé, qui n'est pas en interaction avec autre chose, eh bien son état de mouvement continuera à être rectiligne avec une vitesse uniforme. Alors ça a une application qu'on utilise tous les ans à Florence. Si au lieu d'aller au bar des sciences, vous allez sur la place de l'église, vous allez voir des enfants qui lancent des fusées à eau. Et en fait, ça va nous dire qu'on va avoir la conservation d'une quantité qu'on appelle la quantité de mouvement, qui est le produit de la masse fois la vitesse. Alors voilà un petit exemple. Ici, vous avez un objet qui est au repos, il ne bouge pas. Il n'y a pas de force extérieure, on ne va pas pousser l'objet, on va juste brûler l'élastique qui est au milieu. D'accord ? Alors brûlons l'élastique qui est au milieu. Hop, il y a un monsieur qui va venir brûler l'élastique. Voilà, donc vous voyez ce qui se passe, on brûle l'élastique, la pomme de terre part à gauche et la voiture part à droite. Alors elle s'arrête au bout d'un moment, elle s'arrête parce qu'il y a des frottements entre la pomme de terre et la table et puis la petite voiture et la table, mais si nous étions dans l'espace, loin de tout autre corps, eh bien la pomme de terre continuerait indéfiniment, avec une certaine vitesse qui est beaucoup plus faible que celle de la voiture, à aller dans cette direction et la voiture continuerait à aller dans l'autre direction. Mais l'ensemble des deux, le système constitué de la pomme de terre, son centre de gravité, en fait, resterait toujours au milieu, au repos. Donc ça nous dit que si on connaît l'état de mouvement, si on a des particules, des chocs de particules par exemple, eh bien on doit à partir de ces lois de conservation de la quantité de mouvement pouvoir remonter à certaines caractéristiques des particules comme leur énergie. Alors l'énergie, c'est la deuxième chose que je dois discuter parce que depuis qu'on est tout petit, on nous dit que l'énergie est conservée. Ça c'est quelque chose que vous avez tous entendu. Et d'ailleurs, dans les journaux, on vous dit aussi d'économiser l'énergie. Si vous voulez savoir pourquoi, il faudra demander à Roland. Il avait écrit un beau petit texte dans Le Monde sur ce petit paradoxe d'économiser l'énergie qui est conservée. Alors on est au début du 19e siècle et on construit des machines thermiques et donc on s'intéresse à la transformation de la chaleur en travail et sous l'impulsion par exemple de Carnot, de Joule, de Kelvin, on va réussir à mieux définir ces notions de travail, ces notions d'énergie, ces notions de chaleur. Et celui qui va vraiment être important dans cette histoire, c'est Joule, parce qu'il va comprendre que travail et chaleur, en fait, ne sont que deux formes d'énergie. Et que parfois, on a l'impression que le système perd de l'énergie, mais c'est simplement parce qu'on va avoir par exemple des frottements et que cette énergie va être dissipée à l'environnement extérieur sous forme de chaleur. Et ça va permettre d'arriver à la notion de conservation de l'énergie. On va avoir différentes formes d'énergie, certaines qui sont liées au mouvement, certaines qui sont liées à l'état du système. Par exemple, si j'ai un système comme celui-ci, le fait que je sois plus haut, eh bien, il y a une énergie gravitationnelle qui est différente pour le système qui est ici ou là. Et vous voyez, ces deux systèmes, s'il n'y a pas de ces deux personnages, si la trajectoire va de là à là, eh bien, s'il n'y a pas de frottement entre la voiture et les rails, eh bien, ils ont la même énergie, sauf qu'elles sont sous deux formes différentes. Pour lui, c'est une énergie de mouvement. Pour lui, il est au repos. Il n'y a pas d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie cinétique, donc qui est liée à son mouvement, mais il y a une énergie potentielle. Donc l'énergie totale va être conservée tant qu'on n'a pas de frottement. S'il y a des frottements, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ces frottements induisent une dissipation de l'énergie, donc une partie de l'énergie est transformée en chaleur, mais l'ensemble, si on calcule la chaleur produite, doit nous satisfaire la conservation totale de l'énergie. Donc on voit qu'en mécanique classique, eh bien, on a conservation de cette fameuse quantité de mouvement s'il n'y a pas de force extérieure, de l'énergie sous toutes ses formes, et puis de la masse. Donc en fait, on peut utiliser tout ça. Et tout va très bien se passer jusqu'en 1905. C'est une date maudite, 1905. Alors il y a un trublion. J'ai trouvé cette photo sur le net et je l'avais mise dans ma présentation. Et tout à l'heure, je me disais, c'est quand même bizarre, Einstein qui fait du vélo alors qu'on fait des essais de bombes atomiques. Et je me suis rendu compte que c'était sûrement un trucage, parce que regardez, l'ombre là, le soleil doit être par là, et puis l'ombre là des gens, il va plutôt par là. Donc en fait, cette photo je me suis fait avoir comme un bleu, mais c'est donc un montage photographique. Donc Einstein va développer cette dynamique relativiste, la relativité restreinte, et l'énergie d'un corps, vous voyez, ça va être cette fameuse formule qui dépend de la masse, de la vitesse de la lumière c au carré, donc E égale mc2, et puis d'un facteur qui dépend, ici c'est un v, de la vitesse de la particule. D'accord ? Donc ceci, c'est un mélange, c'est une généralisation de l'énergie totale qui contient l'énergie de mouvement, l'énergie cinétique. Mais on voit que si le corps est au repos, donc il ne devrait pas avoir d'énergie cinétique en mécanique classique, et bien dans ce cas-là, l'énergie n'est pas nulle, l'énergie vaut mc2. C'est-à-dire qu'une particule au repos aurait une énergie qui serait liée à sa masse. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut transformer de l'énergie en masse et de la masse en énergie.
On ne peut donc plus supposer que l'énergie est conservée d'un côté et que la masse est conservée de l'autre. C'est l'ensemble des deux qui va être conservé. Et on a beaucoup d'exemples de transformation d'énergie en masse et de masse en énergie. Alors, on en a deux exemples. Ici, voilà, une transformation de masse en énergie. Alors, c'est la raison pour laquelle les étoiles brillent. Alors, j'avais fait un petit calcul, comme quoi le Soleil, à peu près, transforme en énergie l'équivalent d'une pyramide de Khéops par seconde. Ça, c'est ce qui est transformé, la quantité de matière transformée en énergie par le Soleil. Si on prend 1 kg de matière et qu'on le transformait complètement en énergie, eh bien, on obtiendrait 25 milliards de kilowattheures, c'est-à-dire environ 1400 mégawatts pendant 2 ans. Donc vous voyez, si vous comparez ça à la production d'une centrale nucléaire, c'est énorme. Donc ça, on peut transformer de la masse en énergie, mais on peut aussi transformer de l'énergie en masse, et c'est ce que l'on fait, par exemple, dans les accélérateurs de particules. Vous avez ici, par exemple, des diagrammes qu'on appelle diagrammes de Feynman, qui vous montrent des processus. Et ici, par exemple, j'ai 2 photons qui vont collisionner, et en sortie, j'ai un certain nombre de particules. J'arrive même plus à lire ce que c'est, mais ici, il y a des bosons de Higgs. Voilà, par exemple, il y a des W et des Z, des bosons intermédiaires, et un certain nombre de particules qui, eux, ont une masse. Donc on est parti de particules qui avaient une masse nulle et une certaine énergie, et on obtient en sortie des particules qui ont une certaine masse. Et ici, par exemple, c'est ce qui se passe, ce qu'on pourrait observer dans une chambre à bulles. Ici, il y a un photon de très haute énergie qui arrive, qui rentre en collision avec une particule de cette chambre à bulles, et vous avez production d'une paire d'un électron et d'un positron, c'est-à-dire l'antiparticule associée au proton. Et donc on voit que cette matière est issue de ce rayonnement. Donc ça nous dit que, faites attention, on ne peut pas supposer la conservation de la masse. Alors en chimie, on supposait la conservation de la masse. La question c'est, est-ce que c'est une bonne hypothèse ? Eh bien en fait, si on s'amuse à calculer avec quelle précision, par exemple dans la synthèse de l'eau, la masse est conservée, on se rend compte qu'elle est conservée à 10 puissance moins 10. Et la raison, c'est que la chaleur qui va entrer en jeu dans cette réaction est très très faible par rapport à la masse des réactants. Ce qui n'est plus vrai en physique nucléaire. Dans ce cas-là, les quantités d'énergie libérées sont importantes, et donc il faut vraiment faire attention à la conservation de la masse. C'est dur, hein. Vous vous faites anagrammer sans le vouloir, c'est terrible. Donc voilà, si on résume un petit peu les choses, on avait d'un côté la matière, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que la conservation de la matière. On s'est dit oui, c'est la conservation des espèces chimiques, et puis on a évolué parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des objets de plus en plus fondamentaux, donc on est arrivé à la conservation du nombre de baryons, du nombre de leptons. On a vu que cette matière, elle avait d'autres caractéristiques, comme un certain nombre de charges qui devaient être conservées, et on pensait que la masse était conservée. Et d'un autre côté, il y avait toutes ces quantités liées à l'état de mouvement, le travail, la chaleur, l'énergie qui devaient être conservées ensemble, et puis l'énergie, la quantité de mouvement, et en fait ce qui est conservé c'est un ensemble des trois, impulsion, énergie, relativiste. Et puis on a d'autres quantités dont je ne parlerai pas ici, qui sont liées par exemple au système en rotation, comme le moment cinétique. Alors ça on a fait l'état, finalement c'est la science telle qu'elle s'est construite, on s'est rendu compte du fait qu'il fallait avoir ces unifications, et ces unifications sont liées au développement de nouvelles théories de la physique. Et il y a eu un élément très très important qui a été... Que cette femme, Amy Noether, a réalisé, c'est qu'il y a une relation très profonde dans le fait qu'il existe quelque chose de conservé, une quantité qui est conservée, donc quelque chose qui est une nature physique que je peux mesurer, je peux vérifier que cette quantité est vérifiée avant et après, l'énergie est conservée avant la réaction et après la réaction, et le fait que ma théorie possède certaines symétries dans sa construction. Et ça, c'est très important parce que c'est une propriété de type nature mathématique. Donc on voit que dès qu'on a réalisé ce lien, on voit le monde, la nature physique du monde va se refléter au niveau mathématique. Et là, on comprend que si on étudie un petit peu mieux sa théorie et qu'on se rend compte que dans notre théorie, il y a des symétries qu'on n'avait pas oubliées, qui s'imposent à nous, eh bien, on va pouvoir découvrir de nouvelles quantités conservées. Alors, essayons de voir, c'est bien ça, ce qui nous échappe. Du moins ce qui échappe à nos yeux. Alors, pour expliquer la démarche, je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Alors, il faut le lire parce qu'il est vraiment super. C'est Fred Hoyle. Donc, Fred Hoyle, vous en avez tous entendu parler si vous venez ici régulièrement, puisque c'est un astrophysicien qui est à la base de la compréhension de la nucléosynthèse stellaire, qui a été le porteur du modèle stationnaire de la cosmologie, opposé au modèle qu'il appelait lui-même le modèle du Big Bang. Et dans ce livre, en fait, il décrit le fait qu'il y a un nuage qu'il appelle le nuage noir, qui s'approche de la Terre, et ce nuage, il fonctionne un peu comme un gros cerveau. Et ce qui est très intéressant,
intéressant, c'est de voir comment ce nuage est mis en évidence par les gens qui habitent sur Terre. Et d'un côté, il y a des Américains. Alors les Américains, ce sont des astronomes, ils ont des super télescopes. Et ce qu'ils vont observer, c'est que ce nuage se rapproche de nous. Il va commencer il va rentrer sur la ligne de visée d'étoiles, et donc il va absorber de la lumière d'étoiles ou de galaxies qui sont en arrière-plan, qu'on va voir peu à peu s'éteindre. Et donc ils se rendent compte, en voyant le nombre d'étoiles dont l'intensité commence à diminuer, ils vont être capables d'avoir une idée de la masse de ce nuage de gaz et de la vitesse avec laquelle il approche vers nous. Donc ça, c'est voir avec des outils, des télescopes, des yeux, et donc voir comme nous on a l'habitude de voir. Et puis en Angleterre, il y a des théoriciens, ils ne sortent pas de leur bureau, et on leur a dit, c'est des astronomes amateurs qui leur disent, il y a telle planète, je ne me rappelle plus le nom, qui est un tout petit peu en retard par rapport à sa trajectoire prévue, par rapport aux éphémérides. On ne comprend pas. Et puis, ils font des calculs, et ils se rendent compte qu'il y a un élément qui doit perturber la trajectoire de cet objet, et que ça doit être... Comme ils connaissent la théorie de la gravitation, ils sont capables de prédire à quelle distance cet objet se trouve et quelle est sa masse. Donc vous voyez, ils n'ont pas besoin de sortir leur nez de leur bureau avec leur théorie, parce qu'ils croient dans la validité de leur théorie. Ils prédisent l'existence de ce nuage noir. Alors hier, si vous étiez là, Guillaume vous a parlé de la découverte de Neptune. Eh bien, c'est exactement la même chose, et c'est ce qui a inspiré Fred Hoyle. Et ça, c'est plutôt la méthode du théoricien. C'est-à-dire qu'il va se convaincre de l'existence de quelque chose parce qu'il croit à sa théorie, qu'il n'a pas d'autre raison d'en douter. Alors, le premier exemple que j'aimerais prendre, c'est lié à ce personnage qui s'appelle, vous le connaissez? Oui, vous le connaissez, il s'appelle Paul Dirac. Et Paul Dirac, donc dans les fins des années 20, début des années 30, s'intéressait à la théorie quantique qui était très en vogue à l'époque, mais il connaissait aussi la relativité restreinte. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un problème de compatibilité entre l'équation qu'on utilisait en mécanique quantique, qui s'appelle l'équation de Schrödinger, avec les équations de la relativité restreinte. Elles n'avaient pas les mêmes structures et on ne pouvait pas les rendre compatibles. Et donc il s'est posé la question de savoir, mais finalement, comment est-ce que je peux faire pour rendre les deux compatibles ? Alors, je ne vais pas vous expliquer comment on fait, parce que ce serait trop long, mais finalement, on peut comprendre un petit peu ce qui a mené Dirac sur cette voie, c'est qu'il a réalisé qu'il suffisait, alors le suffisait, voilà, c'est des heures d'explication, de prendre la racine carrée d'une équation, donc d'un opérateur mathématique, pour passer de l'un à l'autre. Et vous voyez, si j'ai une équation x égale 1, ça c'est une équation que je sais à peu près résoudre, je pense que vous me suivez jusqu'à là. Je voudrais prendre la racine carrée de cette équation, et donc je voudrais la comparer à l'équation, je vais partir de celle-là, x carré égale 1, prendre sa racine carrée. X carré égale 1, c'est une équation aussi que vous arrivez à résoudre, cette équation. Alors c'est quoi les solutions de cette équation? Il y a 1 et moins 1. Donc vous voyez que si vous partez de cette équation, il y a 1 et moins 1, elle a deux solutions. Et puis d'un autre côté, vous avez une équation qui n'a qu'une solution. Donc il faut jeter une des deux solutions, et il faut trouver, si vous vous retrouvez avec une théorie qui maintenant a 2 fois plus de solutions, d'accord, mais qui pourtant est bien en accord à la fois avec la relativité restreinte et avec la mécanique quantique, vous dites, elle est mieux cette théorie, mais elle a 2 fois plus de solutions, et ces solutions, je ne les ai jamais vues, je ne sais pas ce que c'est, ça ne peut pas être des particules, que faites-vous ? Donc il y a 2 solutions, vous dites, soit vous vous dites ce n'est pas la bonne voie, je me suis complètement trompé, soit vous êtes suffisamment profond pour vous dire, mais attendez, ces 2 solutions, elles ont quelque chose en commun, plus 1 et moins 1, c'est presque la même chose. C'est 1 en valeur absolue, et puis il y a un signe qui change. Et en fait, ce que va réaliser Dirac, c'est qu'on peut interpréter toute la théorie en supposant qu'on va associer à chacune de ces nouvelles solutions une nouvelle particule. Donc, chaque particule, par exemple l'électron, va être associé à une autre particule qui va avoir exactement la même masse, mais qui va avoir une charge opposée. Donc, l'électron a une charge électrique qui est moins, le positron va avoir une charge électrique qui est plus. Elles vont avoir aussi des nombres baryoniques et des nombres leptoniques opposés. Donc, par exemple, pour l'électron, c'est plus 1. Pour le positron, ça va être moins 1. Ce qui veut dire que si je prends un électron et un positron, ce système-là, son nombre leptonique, c'est plus 1 et moins 1, donc c'est 0, et bien ces 2 particules peuvent s'annihiler. Non, pourquoi mise au point? Non. Donc il invente ces particules-là, mais c'est une construction qui à son époque n'est que théorique. Il va falloir attendre quelques années, 1932, pour découvrir ce positron. Alors ici vous avez Carl Anderson qui travaille avec sa chambre à bulles, qui est ici, vous voyez, vous avez des fils probablement pour le champ magnétique. Et vous avez cette chambre à bulles, et il va observer des rayons cosmiques qui vont traverser sa chambre à bulles et qui vont laisser des trajectoires de ce type. Alors, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il avait détecté une particule
qui était trop légère pour être un proton et qui pour autant avait une charge positive. Et il en discute avec Millikan, mais Millikan lui fait remarquer que oui, il ne sait pas, en fait, quand on voit la trajectoire, on ne sait pas si la particule va dans ce sens ou dans ce sens-là. Si elle vient du bas, c'est une particule chargée négativement. Si elle vient du haut, c'est une particule chargée positivement. Et c'est là que Carl Anderson a une superbe idée. Il va mettre au milieu de sa chambre à bulles une plaque de plomb. Et ce qu'il va réaliser, c'est que en fait, la particule va interagir, va perdre de l'énergie à ce niveau-là, et donc si elle perd de l'énergie, le rayon de courbure ici va être plus grand que ce qu'il était ici. Donc en fait, la particule ne peut venir que du bas vers le haut. Donc c'est bien une particule qui est chargée négativement. Et on a continué ensuite à détecter des antiparticules, l'antiproton, l'antineutron, et puis jusqu'à créer des antinoyaux au CERN, par exemple. Donc vous voyez l'antihydrogène, où on a pris un antiproton et un positron, et on a créé cet antihydrogène dont je crois que la durée de vie est de 40 nanosecondes. Mais c'est beaucoup, les 40 nanosecondes, quoi, si vous avez le temps. Donc, cette antimatière existe, et on voit qu'en voulant rendre compatibles deux théories, on a finalement doublé le nombre de particules qui existaient dans l'univers. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de radioactivité. On va revenir un peu sur la radioactivité. Il y a deux types de radioactivité. Celle dont parlait Soddy et Rutherford était la désintégration, la radioactivité alpha, c'est-à-dire qu'un noyau va émettre une particule d'hydrogène. Et dans une telle réaction, en fait, l'énergie du noyau d'hélium qui est émis est toujours la même. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est toujours la même? Qu'est-ce qui la fixe? Alors, si on regarde, et si on se rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, en fait, on regarde par exemple la désintégration de l'uranium en thorium plus cette particule alpha. Eh bien, vous voyez, comme j'ai un état initial qui est toujours le même, un seul noyau, qui se désintègre toujours en thorium, donc il y a toujours la même masse, ils ont la même masse les deux, et une particule alpha, eh bien une fois que vous avez exprimé la conservation de cette quantité de mouvement et de cette énergie, eh bien vous vous rendez compte que l'état final ici doit toujours être le même, dont cette particule alpha va toujours être émise avec la même énergie. Et d'ailleurs, c'est ce que Rutherford a utilisé dans sa fameuse expérience, vous savez, où il envoie la déflexion des particules alpha par une feuille d'or pour prouver la nature atomique de la matière. Eh bien, il lui fallait une source monocinétique de particules, et il va utiliser ça, puisque toutes ces particules vont sortir avec la même vitesse. Alors ça, c'est pour la désintégration alpha, et on s'est rendu compte qu'il y avait un autre type de désintégration dans laquelle le noyau pouvait émettre soit un électron, soit un positron. C'est ce qu'on appelle les désintégrations bêta, plus souvent. Et à l'époque, on pensait que ce noyau émettait un électron, et donc comme pour la désintégration alpha, on s'est dit, l'état initial est le même, l'état final est le même, le système est contraint de la même façon, ce qui veut dire que l'énergie de cet électron qui est émis doit toujours être la même. Bon. Voilà ce qu'il en était. Et donc, on fait l'expérience, on fait les mesures, et la catastrophe, voilà ce que l'on observe, c'est que si je prends par exemple le bismuth 210, le spectre donc, de désintégration bêta pour le bismuth, l'énergie qui devrait être observée, c'est ce 1.2 ici, 1.16 MeV ici. Et quand on fait les mesures, eh bien, on n'a pas simplement cette énergie, on a tout un spectre, on a des électrons qui ont cette énergie par exemple, et donc il manque une partie de l'énergie. Alors il manque une partie de l'énergie, et ça va troubler les gens, en particulier ça va trouver Niels Bohr. Il va y avoir un long débat, et Niels Bohr va se dire que finalement, il faut peut-être remettre en cause certains principes comme la conservation de l'énergie. Il va y avoir un grand débat jusqu'à ce qu'en 1930, Wolfgang Pauli pointe le doigt sur une autre possible explication. Et là, je vais vous montrer la lettre que Pauli écrit à ses collègues. Alors c'est bien parce qu'il commence par « Chères dames et messieurs radioactifs ». Je sous-entends qu'il voulait les désintégrer, en fait, c'est ça qu'il voulait dire. Parce que ça, c'est pas une lettre, c'est une bombe atomique. Donc il leur explique, blablabla, et en gros, il leur explique que... alors, où est-ce que c'est exactement? J'aurais dû le souligner. Le spectre bêta serait alors compréhensible si l'on suppose que pendant la détérioration, avec chaque électron est émis un neutron. Alors ce qu'il appelait neutron, c'est ce qui va devenir neutrino, petit neutron, hein, ce n'est pas le neutron que Chadwick a découvert, de manière que la somme des énergies du neutron et de l'électron soit constante. Donc il s'est dit, moi je crois dans mon principe, parce que ce principe de conservation de l'énergie,
c'est quelque chose de très fort. Alors bien sûr, au sens relativiste du terme, masse-énergie, c'est quelque chose de très très fort. J'y crois, j'ai aucune raison de l'abandonner, et l'abandonner serait plus catastrophique que d'inventer cette nouvelle particule. Et surtout, si je prends une certaine désintégration bêta, ici comme le cobalt, ou la désintégration du neutron en proton, eh bien on se rend compte que si on utilise toutes les lois de conservation, cette particule qui manque, on est capable de lui donner toutes ses caractéristiques. La conservation de la quantité de mouvement nous dit qu'il faut un troisième corps. La conservation de l'énergie nous donne une borne supérieure sur sa masse. La conservation de la charge nous dit « Ah, c'est une particule neutre ». Parce qu'ici, vous voyez, il y a un neutron, ici il y a un proton, un électron, donc la charge est nulle ici, nulle ici. La conservation du nombre leptonique nous dit « Ah, son nombre leptonique c'est -1 ». Et puis la conservation du moment cinétique que je n'ai pas décrite nous dit quelque chose sur son spin. Et donc on a un certain nombre de caractéristiques, et ça c'est très important, parce que ce n'est pas juste une spéculation comme ça, ah, il faudrait une troisième particule et ça marche, c'est il faudrait une troisième particule, mais voici les caractéristiques de cette troisième particule. Et si vous ne voulez pas invoquer cette particule, il faut pas simplement abandonner la conservation de l'énergie, mais la conservation de la charge, la conservation du nombre leptonique et la conservation du moment cinétique. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans un gros problème. Vous revenez en arrière de 2 siècles. D'accord ? Donc c'est très grave. Donc c'est très très fort comme argument. Donc voilà l'image que Pauli propose. Vous avez votre noyau, il va se désintégrer, il a une certaine énergie de recul, l'électron part avec une certaine énergie, mais il y a une certaine partie de l'énergie et de la quantité de mouvement qui part dans ce neutrino. Ici c'est un antineutrino d'ailleurs. La somme des deux fait que l'ensemble des quantités que nous voulions être conservées continue à être conservées. Alors l'expérience sera faite, le neutrino sera découvert, mais vous voyez, c'est en 1956 par Heinz et Cowan. Il aura fallu attendre parce que le problème avec ce neutrino, c'est que c'est une particule qui interagit très faiblement. Donc voilà 2 exemples. Alors bien sûr, moi j'aime beaucoup la gravitation, donc on va rajouter un petit peu de gravitation, parce que comment ne pas faire sans notre belle théorie de la gravitation. Et puis là, j'ai une pensée spéciale pour mon ami Roland, il m'a tout appris en vulgarisation, Roland, et il m'a surtout dit, il faut toujours mettre un peu de Star Wars, parce que les gens adorent ça. Donc j'ai mis Star Wars, et c'est pas pour dire que Roland c'est mon maître Jedi, hein, c'est pas pour ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y en a qui sera... Bon, Roland il sait, mais est-ce que vous savez quand ça se passe? Ah oui, vous êtes très fort. Bon, ne nous demandez pas le numéro de l'épisode, mais c'est un moment où on cherche une planète qui est retirée d'un catalogue, et on se rend compte, par le fait des mouvements des autres étoiles de cette galaxie, qu'il doit y avoir à un certain endroit un système planétaire qui a été supprimé du catalogue parce qu'on voulait le faire oublier. Et c'est ce que Yoda rappelle aux petits-enfants, c'est eux qui trouvent la solution. Et puis je ne sais plus quel était le Jedi, peut-être c'était Obi-Wan. En fait, lui, il regardait, et finalement, il était trop... il regardait trop avec ses yeux, il disait « ce n'est pas là ». Et finalement, en regardant la cohérence du système, on se rend compte qu'il manque quelque chose. Alors ça, encore, c'est exactement le phénomène qu'avait décrit Guillaume hier, et il a été mis en application de nombreuses fois en astrophysique. Hier, on vous a parlé des lois de Kepler, c'est-à-dire du mouvement d'une planète, par exemple, autour d'une étoile, ou d'un corps central beaucoup plus massif. Et on sait que la vitesse orbitale va décroître avec la distance à l'astre. Et on sait exactement comment cette vitesse décroît. Ce qui veut dire que si vous observez des objets, eh bien, vous pouvez savoir s'ils tournent autour de quelque chose. Donc ici, par exemple, en direction du centre galactique, on observe, vous voyez, depuis de 1992 ici à 2002, puis il y a plus d'observations que je n'ai pas sur ce diagramme, une étoile qui semble tourner autour de quelque chose. Et puis on peut même déterminer, quand on a ces positions et ces barres d'erreur, qu'il y a une ellipse ici. Si les lois de Kepler sont aussi vraies au centre galactique qu'elles le sont localement ici, eh bien cela veut dire qu'au foyer, il doit se trouver un objet dont nous sommes capables d'estimer la masse. La masse devrait être de 3,7, plus ou moins 1,5 million de masse solaire. Et cette masse, premièrement, nous ne la voyons pas en optique, et elle doit être concentrée dans une zone qui est tout petite, et qu'on peut estimer être plus petite qu'une unité astronomique. Donc c'est un objet qui est noir, qui est très très massif, et si on regarde par rapport à l'ensemble des objets qui existent dans nos théories à l'heure actuelle, cela ne peut être qu'un trou noir. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé pour dire qu'au centre de nos galaxies, il existerait un trou noir qu'on appelle SGR A étoile, qui veut dire que ce trou noir se trouve dans la direction du Sagittaire, que c'est l'étoile la plus brillante, et l'étoile pour dire que c'est un objet ponctuel. Donc vous voyez, on ne peut pas se cacher à la gravitation. La gravitation, aussi bien pour Newton que pour Einstein, c'est une force universelle. Toutes les particules
crée un champ gravitationnel et toutes les particules sont sensibles à la gravitation. Donc vous ne pouvez pas retirer un objet comme ça sans que l'ensemble de l'édifice soit affecté. Alors le cas dont vous avez beaucoup entendu parler est celui qui a été de la matière noire. Si vous regardez la dynamique des galaxies spirales, vous regardez à quelle vitesse les étoiles de la périphérie orbitent autour du centre de la galaxie, et vous vous rendez compte que si vous estimez la masse de cette galaxie par la quantité de lumière, eh bien, voilà, c'est ce que vous devriez obtenir. Les étoiles tournent trop vite. Eh bien, si elles tournent trop vite, elles ne devraient pas rester en orbite autour du centre de la galaxie, elles devraient s'évaporer, ce qui n'est pas le cas. Et donc cela veut dire, si on croit encore à notre théorie de la relativité générale et dans ce régime-là, à la loi de Newton, eh bien en fait, qu'il existe de la matière et on peut même caractériser la quantité de matière nécessaire qu'il doit y avoir dans une galaxie pour reproduire les observations de la dynamique des étoiles de la périphérie. Alors là, on a une information très très faible, c'est une information intégrée sur la quantité de masse d'un objet. On a différents indices aussi au niveau cosmologique. Voilà. Alors, ça nous dit qu'il existe de la matière noire, de la matière qui est non lumineuse, c'est pour ça qu'on l'appelle matière noire, donc on ne peut pas la voir en optique. Ça ne veut pas dire que c'est une matière exotique, ça pourrait être du gaz froid par exemple. Et pour pouvoir faire la différence, là il faut combiner avec d'autres observations, et cette mesure-là ne nous dit rien sur la nature de cette matière. Pour cela, il faut par exemple combiner à d'autres observations cosmologiques, comme la nucléosynthèse primordiale, qui nous donne une information sur la quantité totale de matière baryonique dans notre univers. Donc voilà un exemple où on infère une matière. Alors là le problème, il est aussi grand peut-être que celui à l'époque du neutrino, c'est que cette matière, aujourd'hui nous avons une très bonne connaissance de ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, on a une sorte de collection de toutes les particules qui rentrent dans ce modèle et qui ont été mises en évidence en accélérateur, et pour l'instant il n'y a pas de place pour cette particule. Et surtout ce qui est plus grave, c'est qu'on ne peut pas rajouter une seule particule comme ça, c'est pas juste une liste. Il y a des structures qui sont rigides et rajouter une particule veut sûrement dire en rajouter beaucoup d'autres. Et ça, j'y reviendrai à la fin de l'exposé. Alors une autre chose qu'on a pu mettre en évidence, imaginez que vous observiez un système de deux pulsars, donc des étoiles à neutrons en rotation rapide sur elles-mêmes avec un champ magnétique, qui nous permettent donc de mesurer leur période de rotation. Alors le pulsar le plus connu, c'est 1913 plus 16, et il a été observé depuis 1974, et on a mesuré, ça a permis de mesurer la période orbitale de ce système. Donc c'est une façon de tester la relativité générale, pour voir si la période orbitale au cours du temps évolue comme ce que l'on croit en relativité générale. Alors si vous faites le calcul, c'est cette courbe, et que vous prenez en compte le fait, si vous faites les observations, vous obtenez ces petits points avec ces barres d'erreur, et c'est ce qu'ont fait Taylor et Hulse qui sont ici. Vous vous rendez compte que votre système perd de l'énergie. Donc vous avez un système qui est globalement isolé de ces deux pulsars qui tournent, qui sont en rotation l'un autour de l'autre, et qui perdent de l'énergie. Alors la question que vous posez, c'est où est passée cette énergie? D'accord? Est-ce que ça peut être des frottements? Probablement pas. On peut se poser la question, est-ce que ce sont des effets de marée? Alors pour cela, je vous invite à aller voir le cours de Jean-Marc Lévy-Leblond demain, il va tout vous expliquer sur les effets de marée, mais si on essaye de voir si ce sont des effets de marée, ça ne marche pas, cela ne peut pas être produit par des effets de marée. Ce que l'on sait, c'est que dans cette théorie, il y a la possibilité d'émettre des ondes gravitationnelles. Alors si on essaie de calculer la quantité d'ondes gravitationnelles, donc l'énergie rayonnée par onde gravitationnelle pour un tel système, voilà la courbe que l'on obtient. Et ça, c'est une prédiction théorique qui ne fait aucune hypothèse autre que la validité de la théorie de la relativité générale. Et vous voyez, ça s'ajuste exactement sur les points de la courbe, alors avec les deux seuls paramètres libres qui sont les masses des deux pulsars. Alors ce qui est intéressant quand on voit ça, c'est que ça nous tend à nous montrer qu'il existe des ondes gravitationnelles, que nous les avons mises en évidence, et souvent on entend dire que c'est une détection indirecte. Alors ça je ne supporte pas, parce que ce n'est pas indirect, c'est direct. C'est juste que le système de détection qu'on utilise n'a pas été créé par l'homme. Donc de dire que c'est une détection indirecte, ça veut dire qu'on croit plus en des objets qui sont détectés si l'appareil de mesure a été détecté par l'homme que s'il nous a été offert gratuitement par la nature. Donc c'est une détection directe, on sait exactement que ce sont des ondes gravitationnelles, puisque ce sont les perturbations de la théorie de la relativité générale. La seule chose maintenant, c'est est-on capable de détecter ces ondes sur Terre? Et là c'est une autre chose, mais il est évident que nous serons capables de les voir. C'est-à-dire que je peux prendre le pari, parce que je crois beaucoup dans cette théorie.
Bon voilà, donc finalement le message, et je ne suis pas en campagne politique, je vous l'assure, c'est ayez confiance en la loi. Hein. Invoquez la particule qui manque. Alors je vous ai donné quelques exemples, j'ai essayé de faire une liste, et vous voyez la liste est un peu longue, donc on a parlé de l'antimatière, le neutron c'est la même chose, le neutrino, les pions, une deuxième famille de neutrinos à cause de la question du nombre leptonique, l'existence des quarks, la troisième génération de neutrinos, les gluons, les WZ, le Higgs, pour conserver la variance de Gauss sur des particules massives. La dynamique des galaxies, la matière noire peut-être, parce que là il y a débat. La raison pour laquelle il y a débat, c'est que cette théorie de la relativité générale que nous utilisons pour inférer l'existence de la matière noire est très bien testée dans des régimes similaires à celui du système solaire. Là, on est en train de parler de systèmes dans lesquels on n'a pas encore testé la relativité générale. On a de bonnes indications pour croire qu'elle est encore valide dans ces régimes, parce qu'on a d'autres observations qui nous le confirment, mais nous n'avons pas de preuve de ça. Et donc ça, c'est une partie importante du travail, de savoir est-ce que cette indication, c'est la preuve de l'existence de matière noire, ou est-ce que pour la première fois, cela révélerait une faille dans cette théorie de la gravitation. Et puis, quelque chose sur lequel je vais revenir, la naturalité, vous avez peut-être entendu parler de la supersymétrie. Là encore, c'est une théorie très hypothétique, mais si vous discutez avec beaucoup de nos collègues physiciens des particules, beaucoup d'entre eux, particulièrement les théoriciens, auraient tendance à dire oui, on devrait voir la supersymétrie. Alors pourquoi ? Pourquoi ? La raison, c'est que déjà, qu'est-ce que c'est que la naturalité ? Quand vous avez une théorie, vous êtes capable, à partir de cette théorie, de calculer la masse des particules. Et la masse de ces particules va avoir des contributions qui viennent d'un certain nombre d'effets quantiques. Et si, par exemple, vous voulez calculer la masse d'un électron, vous allez avoir ce qu'on appelle des boucles, ici, qui vont vous changer la masse de votre particule. Et plus vous montez en énergie, plus ces contributions vont modifier la masse de votre particule. Ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir des particules virtuelles qui vont rentrer. Vous voyez ici, je calcule la masse d'un électron, c'est un propagateur pour un électron. Et puis j'ai des boucles électron-positron. Ce qui veut dire qu'il y a comme une sorte d'effet Larsen. Le truc va s'emballer, il va comme deux micros que vous rapprochez, et vous vous rendez compte que les masses vont exploser, et que si vous voulez conserver la valeur des masses que vous observez, il faut que les constantes et les paramètres de votre modèle soient ajustés à une précision de 10 puissance moins 34. Alors ça, en physique, on n'aime pas du tout. On n'aime pas devoir régler avec une précision infime les paramètres de notre théorie. Ils ont une certaine valeur, mais on aime avoir une certaine liberté dans la valeur de ces paramètres, et c'est ce qu'on appelle une théorie naturelle. Donc là, la théorie n'est pas naturelle. La question, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce que je pourrais faire pour que cette théorie redevienne naturelle ? Parce qu'à part ça, cette théorie, elle marche très très bien. Alors, la solution, c'est quand vous étudiez l'origine de ces corrections quantiques pour la masse, vous vous rendez compte que les fermions et les bosons ont des contributions qui ont des signes différents. Donc là, vous vient l'idée de vous dire, mais si à chaque fois j'ai une particule qui a une contribution positive, j'ai une particule qui a exactement la contribution avec un signe négatif, eh bien ces effets vont strictement s'annuler. Alors pour le faire, eh bien, il faut invoquer l'existence de nombreuses particules, et il faut qu'à chaque fermion, on associe un boson, et qu'à chaque boson, on associe un fermion. Donc vous voyez, là, c'est une nouvelle symétrie, une symétrie entre deux types de particules, les bosons et les fermions. Donc vous auriez le monde des particules, ici, et puis en dessous, vous auriez le monde des particules supersymétriques. Alors ils les ont dessinées beaucoup plus grosses. La raison, c'est qu'elles doivent être beaucoup plus massives. Si elles étaient moins massives que ces particules ordinaires, on les aurait déjà mises en évidence en accélérateur. Donc pour ne pas avoir été détectées encore, elles doivent avoir des masses beaucoup plus grandes. Et ce qui va se passer, c'est par exemple, voici un exemple d'annulation sur la masse du boson de Higgs, H. Ici, vous avez une contribution avec les particules ordinaires, c'est le top, ici. Eh bien, vous avez ce diagramme ici, cette contribution, qui fait intervenir le partenaire supersymétrique de cette particule. Et ces deux contributions sont strictement égales au signe près. Donc, bref, vous doublez le nombre de particules, et à ce prix, eh bien, la théorie redevient naturelle. Alors après, on peut toujours argumenter, parce que ce n'est pas un principe fondamental, c'est pas un principe qui est aussi fort que ceux qu'on avait voulu conserver précédemment, puisqu'on pourrait se dire finalement, ma théorie n'est pas naturelle, mes paramètres doivent être déterminés avec une infime précision, invoquer d'autres principes pour cela. On le fait en particulier pour la constante cosmologique, et vous savez qu'il y a deux façons d'aborder ce genre de problème. Soit vous dites qu'il y a une raison, une sorte de dessin qui va dire c'est comme ça, et si vous êtes là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a ajusté ça comme il fallait, très bien. Ou alors vous allez invoquer des structures style univers multiple, dans lequel il y a des univers dans lesquels vous avez cet ajustement fin et d'autres dans lesquels vous ne l'avez pas. Mais une façon d'éviter ces deux voies, c'est de
c'est de vérifier que dans votre univers à vous, il n'y a pas cette structure. Parce que si vous avez cette structure, dans ce cas-là, le problème disparaît complètement. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'on a les particules du modèle standard, la matière, et que la matière, finalement, est associée à de l'antimatière, et que la matière est associée à de la matière supersymétrique, qui elle aussi a de l'antimatière. Donc vous voyez, on a mis ça en évidence, mais on sait qu'il y a tout ça qui existe. Qui existerait, pour cette partie. Tout cela existe, et il y aurait tout cela qui devrait exister pour que la théorie devienne naturelle. Donc vous voyez, là encore, la structure de la théorie me dit que le contenu en matière de l'univers est beaucoup plus riche que ce qu'on le croit. Donc voilà. Donc de nouveau, c'est la cohérence de l'édifice mathématique qui nous a permis de relever tous ces pans de la réalité. Je vous ai donné quelques exemples. Et souvent, elle laisse penser qu'il existe de nouveaux objets, de nouveaux types de matière, comme les trous noirs, la matière noire, ou des nouvelles structures comme la supersymétrie. La question, j'ai marqué sauf si, ça veut dire sauf si notre théorie que nous extrapolons, en particulier pour la symétrie, n'est pas la bonne façon de l'extrapoler. Et il y a des gens qui construisent des théories qui ne sont pas supersymétriques. Alors la question qu'on peut se poser, finalement, c'est et pourquoi ça marche ? Ce genre de raisonnement. C'est-à-dire pourquoi ça marche? Parce que vous dites, vous faites des théories mathématiques de vos descriptions, c'est bien beau. Et pourquoi à la fin vous arrivez avec la puissance de cette structure à aller aussi loin et à pousser aussi loin le raisonnement au niveau mathématique? Et ça, c'est quelque chose qui pose problème. En tout cas, pour moi, ça pose problème. Et l'année dernière, j'en avais un petit peu parlé lors du marathon. Je vous avais parlé un peu des structures, de la description des différentes structures de la nature, ces espèces de hiérarchie des lois de la nature qui étaient organisées et qui étaient constituées de modules qui étaient en interaction les uns par rapport aux autres. Et puis, quand on montait dans cette arborescence de théorie, on voyait que les niveaux de complexité augmentaient peu à peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la base de ce qu'on utilise toujours en physique, qu'on appelle des énergies, des théories qui sont effectives, qui sont valables dans un certain domaine de validité. Et surtout, ce que j'avais argumenté, c'est que, et que je répète et que je soutiens, c'est que dans les éléments les plus fondamentaux, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que quand vous regardez, par exemple, la physique des particules, si vous prenez un électron et vous prenez un autre électron, vous n'avez aucun moyen de faire la différence entre les deux électrons. Ce sont des particules qui sont strictement indiscernables. Donc vous voyez, vos éléments de base, vos électrons, vos quarks, ainsi de suite, vous en avez un nombre fini qui n'est pas très grand, chacune est complètement indiscernable, et donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est associer, faire un mapping, mais vraiment biunivoque, entre une de ces structures et une structure mathématique, parce qu'ils sont strictement identiques. Quand vous montez en niveau de complexité, et Guillaume Lecointre nous l'a rappelé lors du marathon, vous avez des objets qui sont similaires mais qui ne sont plus strictement identiques. Donc on peut faire des théories mathématiques qui en parlent, mais on ne peut pas associer à chaque individu une structure mathématique précise. Et le fait qu'on puisse faire cette identification, eh bien ça veut dire que si je prends le modèle standard de la physique des particules, eh bien j'ai une collection d'objets, les leptons, donc l'électron, le muon, le tau, les neutrinos associés, les quarks, le photon, les bosons de jauge, les gluons. Et puis ces traits, ce sont les interactions qui existent dans ce modèle, la façon dont certaines particules peuvent interagir. Donc vous voyez, ça nous dit par exemple que le photon et le gluon, ils n'interagissent pas directement. Donc ça vous dit beaucoup de choses sur les processus qui peuvent se passer, en particulier un accélérateur. Et bien maintenant, ce que vous allez faire, c'est que chaque objet, vous allez lui attribuer une structure mathématique. Alors pas au hasard, cette structure mathématique, elle s'est construite avec l'expérience de travailler avec ces objets. À chaque fois qu'on a découvert qu'il fallait un certain nombre de quantités pour décrire cet objet, ça nous a permis de préciser la nature de cet objet. On sait par exemple que les leptons, ça doit être représenté par des spinors, le photon par un champ vectoriel. Et donc, ces objets, ce sont des structures mathématiques bien précises. Et une fois qu'on les a fixées, les interactions, donc ces lignes, la façon dont un électron interagit avec un photon, il n'y a pas 50 millions de façons de faire. Il faut qu'on crée, pour notre théorie, des sortes d'objets qui sont invariants sous un certain nombre de transformations. Alors voilà une, ne me demandez pas de vous expliquer ce que c'est. Mais ça couple ce spinor au champ du vectoriel qui décrit le photon. Et donc toutes ces lignes, une fois qu'on a décrit les objets, eh bien il y a très très peu de choix. Et comme il y a très peu de choix, une fois que votre théorie est bien définie, surtout si elle a été vérifiée expérimentalement, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas maintenant rajouter simplement un autre type de particule et dire ça interagit ou ça interagit pas, parce que rajouter une particule va vous rajouter beaucoup de nouvelles lignes et beaucoup de nouveaux processus. Et donc ce genre d'édifice
parce qu'il est en relation finalement avec ces structures mathématiques ici, a une rigidité qui est très très importante et qui est à la base de l'existence de cette démarche qui permet de voir qu'il manque quelque chose. Parce que si vous avez oublié un objet, eh bien le fait qu'il y ait des lignes va vous dire mais là il vous manque quelque chose. Ça va réapparaître dans les calculs indirectement. Et comme je le disais, ça c'est possible au niveau fondamental. Et quand vous montez dans les niveaux de complexité, eh bien ce n'est plus possible, simplement parce que vous allez avoir des classes d'équivalence de vos objets, et vous n'allez pas pouvoir avoir des objets qui sont strictement identiques et indiscernables. Et ça, c'est peut-être la raison qui fait que, au niveau le plus fondamental, les théories sont très très bien descriptibles par des théories mathématiques. En fait, on pourrait même les identifier à des mathématiques. Et certaines personnes, comme Max Tegmark par exemple, a écrit un livre l'année dernière qui s'appelait The Mathematical Universe, l'univers mathématique, dans lequel il prétend que la nature sous-jacente de la réalité, ce n'est qu'une structure mathématique. Parce qu'il fait cette identification et il dit finalement, ce n'est qu'une structure mathématique. Mais au niveau les plus élevés de complexité, vous pouvez utiliser les mathématiques pour décrire des systèmes. Vous pouvez, par exemple, faire... on a eu des descriptions de dynamique entre espèces animales et ainsi de suite. Ça vous aide à prévoir le comportement, à prévoir le climat, mais ça ne vous donne rien sur la nature de ces objets. Et là, on voit comment, finalement, c'est la complexité qui donne une limite à cette démarche. Et comme je vous l'ai montré, c'est dans les niveaux de physique fondamentale que cette technique-là a été très utile. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura, je ne vais pas dire éclairé, parce qu'on est mal barré si on dit ça, mais disons que ça vous aura donné peut-être une impression de comprendre comment on peut travailler au niveau théorique avec ces outils mathématiques, et que finalement, quand on est dans cet espace d'idées, les mathématiques sont, cet outil-là est comme des nouveaux yeux, un petit peu comme mes télescopes ou mes microscopes. C'est un outil qui me permet de voir des choses que je ne verrai pas avec mes sens et qu'on peut essayer ensuite de révéler ou finalement de montrer qu'ils n'existent pas. Je vous remercie.